Merci, bonjour. Donc merci pour l'invitation pour parler d'un sujet sur lequel je travaille plus. J'ai travaillé il y a quelques années, donc la question de la biodisponibilité du cuivre dans les sols viticoles. Alors, je vais passer sur cette diapo. En fait, cette diapo illustre le niveau de cuivre qui est normalement présent dans les sols. Dans les sols non contaminés en France, sur la base de cette étude, la plupart des sols sont entre 5 et 30, on va dire, milligrammes par kilogramme, une médiane à 14. Et puis voilà des valeurs qu'on a pu trouver dans des différentes études, ici en Languedoc-Roussillon, ici une étude sur un plus grand nombre de sols en Allemagne. On voit que la gamme de teneur en cuivre total dans les sols est nettement plus élevée, 10 à 100 fois plus élevée. En termes de médiane, on est en Languedoc, là on est à 10 fois plus élevé, 150 mg par kilogramme. Dans cette étude en Allemagne, 350. Voilà, des niveaux de contamination nettement plus élevés. Une dernière étude qu'on a faite plus récemment et sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, sur des sols à antécédents viticoles, dans le Languedoc là aussi, où on a pu trouver deux points un peu extrêmes, à 500 et un peu plus de 1000 mg par kilogramme. Un autre résultat qui est récent et qui est issu du RMQS, Réseau de mesure de la qualité des sols, qui consiste à faire des analyses régulières d'un certain nombre d'indicateurs de propriété des sols, de façon systématique, sur une grille à maille carrée de 16 par 16 km, illustre très bien que là, c'est le cuivre disponible, avec la méthode EDTA, nous permet de faire remarquablement la cartographie du vignoble français. Vous voyez les points un peu plus gros, c'est les valeurs qui sont au-dessus de 30 à 50 mg par kilogramme de cuivre EDTA, et donc c'est assez clair, on va dire, en termes de distribution et de niveau de contamination du cuivre des sols, même si la maille est peut-être pas assez résolue pour bien cartographier le vignoble français. Cette diapo, c'est pour illustrer une des difficultés qu'on a autour de cette problématique des polluants en général, qui est de faire la part entre le niveau total qu'on a dans le sol, ce que j'ai évoqué jusqu'à présent, donc ce qui est ici en abscisse, et puis la part de ce total qui est disponible. Alors ici, c'est pour illustrer simplement sur un ensemble de parcelles, sur des types de sols très très différents, en Languedoc, de sols très acides à des sols calcaires, qu'il n'y a pas de relation évidente entre ces deux propriétés, entre le disponible et le total. Ceci dit, si on représente ces mêmes données en exprimant la part du disponible en fonction du pH, on voit que là, il y a une relation qui se dessine, puisqu'on voit très clairement que au-delà de pH 5, à des pH plus élevés, la part disponible est toujours très très faible, de l'ordre du %, alors que si on diminue le pH en dessous de pH 5, on voit que cette part du disponible augmente très fortement, et c'est une caractéristique de à peu près tous les métaux, que leur disponibilité soit fortement accrue à pH acide. Alors si j'en viens maintenant à ce qui nous concerne plus précisément dans le cadre de cet exposé, c'est la biodisponibilité. J'ai parlé jusqu'à présent du total dans le sol et de la disponibilité. Dans les travaux récents de l'ISO qui ont essayé de clarifier un petit peu ces concepts qu'on confond souvent, même les scientifiques qui travaillent dans ce domaine, disponibilité et biodisponibilité. La disponibilité, c'est vraiment quelque chose qui se mesure en laboratoire d'analyse avec des méthodes essentiellement physico-chimiques et qui, en fait, rend compte de la part du total qui est susceptible de passer en solution. Et on fait l'hypothèse que c'est ce qui passe en solution qui va affecter après les êtres vivants dans le sol. En fait, ce disponible, quelle que soit la méthode, c'est en général une petite fraction du total. Et la raison à ça, c'est que le cuivre en particulier, comme beaucoup d'autres métaux, réagit très fortement avec plein de constituants du sol, les matières organiques, les argiles notamment, ce qui fait qu'il y en a toujours une toute petite fraction qui est en solution. Mais ce qui est intéressant dans les travaux de l'ISO autour de la définition de ces concepts, c'est qu'ils ont bien clarifié que la biodisponibilité, c'est quelque chose de différent. C'est ça vraiment qui nous préoccupe, en l'occurrence, quand on s'intéresse aux êtres vivants dans le sol ou aux plantes. La biodisponibilité, en fait, il faut la définir plus comme un flux d'un élément, que ce soit un élément nutritif ou un élément polluant, le cuivre en l'occurrence, le flux de cuivre qui est susceptible de passer dans un organisme vivant donné. Et donc, par définition, la biodisponibilité du cuivre dans le sol, ça n'a pas vraiment de sens si on ne précise pas à quel organisme on s'intéresse, puisque des organismes vivants diffèrent par leur capacité d'absorption du cuivre, et pas seulement par leur
leur capacité d'absorption, comme c'est illustré sur ce schéma, mais aussi par le fait que tous les organismes vivants modifient plus ou moins leur environnement. Et en particulier, dans le cas des végétaux, ils modifient l'environnement de leurs racines, qu'on appelle la rhizosphère. Alors, je vais vous l'illustrer avec un tout petit exemple juste après. Je reviens à cette étude que j'ai évoquée tout à l'heure, où on avait en Languedoc, où on a cette problématique un peu singulière dans le paysage viticole français, où une grande partie des vignes ont disparu du paysage pour être laissées place à d'autres cultures. On a fait cette étude sur une gamme de sols assez diverses, je disais tout à l'heure, de sols à pH 3,7 jusqu'à 8,3, donc très acide jusqu'à calcaire, avec une gamme de teneurs en cuivre total qui est relativement large, vous le voyez ici, enfin surtout tiré par 2 points. Ce que j'ai représenté sur ce diagramme, c'est un indicateur de la biodisponibilité pour la plante, en l'occurrence pour du blé dur, qui est une culture qu'on trouve souvent après vigne dans cette région. Et ce qu'on observe, donc, c'est que les teneurs en cuivre dans les racines du blé dur, en fait, sont relativement indépendantes du pH du sol, de façon très surprenante, puisque, comme je vous l'ai dit, le pH, normalement, influe fortement sur la disponibilité. On voit ici qu'on a plutôt une assez bonne relation avec le cuivre total, étonnamment. Et puis surtout, ce qui nous a vraiment étonné, c'est qu'on ne voit pas de différence significative entre les sols calcaires et les sols les plus acides qu'on avait dans notre échantillonnage. Donc ça nous a beaucoup surpris, mais ça s'explique en fait par des processus rhizosphériques, comme je vous en parlais avant, et je vais vous l'illustrer avec un exemple. Un sol, on a pris un sol acide, un des plus acides de cette gamme, là, il était à 4,7. Un sol modérément contaminé, vous voyez le cuivre total, c'est 185 mg par kg, c'est extrêmement fréquent, ce type de niveau de contamination en sol viticole. Et ce qu'on constate, ici, vous avez deux séries de points. Les points noirs en haut correspondent au sol en l'absence de plantes. Et on voit que la concentration en cuivre, alors cette fois-ci, c'est vraiment la forme toxique du cuivre, Cu2+, qui a été évoquée tout à l'heure par Cécile. Elle est de l'ordre de 1 micromole par litre. C'est une concentration, vous allez le voir, qui a un impact extrêmement important normalement sur des végétaux, comme la vigne. Et pour autant, ce qu'on observe ici, c'est que si on regarde ce qui se passe cette fois-ci dans la rhizosphère du blé dur, donc d'une plante, on voit que ce n'est plus 1 micromole par litre qu'on a au contact de la racine, mais qu'on descend à des concentrations 1000 fois plus faibles. Et qu'on voit qu'on a un abaissement de cette concentration qui est progressif, et que cet effet rhizosphérique, il est perceptible jusqu'à 5 ou 6 mm des racines du blé dur. Et puis au-delà, on retrouve les valeurs présentes dans un sol sans plantes. Ce qui est intéressant, c'est que ce phénomène, en fait, il s'explique par des modifications de pH dont sont responsables les plantes, le blé dur en l'occurrence. Vous voyez qu'on a un diagramme tout à fait symétrique du précédent. Et ce qui s'est passé ici, c'est que la plante, les racines du blé dur ont été capables d'alcaliniser, d'augmenter le pH de façon très significative, puisque vous voyez qu'au voisinage immédiat des racines, on est passé de 4,7 à 7,3. Et que ce phénomène est encore une fois un phénomène typiquement rhizosphérique, puisqu'on voit qu'à plus de 5-6 mm des racines, on ne perçoit plus de différence entre la présence de plantes et l'absence de plantes. Donc on a la capacité des plantes à modifier considérablement la disponibilité d'un élément comme le cuivre en jouant sur un paramètre très important de la disponibilité des éléments nutritifs et polluants, qui est le pH. Et qui explique en fait qu'en sol acide, contrairement à ce qu'on attendait, on n'a pas eu d'effet aussi important en termes de biodisponibilité du cuivre que ce qu'on pouvait attendre sur la base de la disponibilité mesurée au travers d'une analyse de sol. L'autre surprise qu'on a eue, et en fait c'est pour ça qu'on a fait cette étude sur des sols antécédents viticoles, c'est que les agriculteurs dans notre région constataient souvent des problèmes assez étonnants de chlorose phérique chez le blé dur, qui est normalement une plante qui ne chlorose pas du tout en sol calcaire. Et donc ce phénomène de chlorose phérique, on l'a observé dans des parcelles antécédents viticoles, en observant parfois, d'ailleurs, on ne voit pas très bien peut-être sur la photo, en bas à droite, quasiment la disposition des rangs de vignes antérieurement. Et on a pu faire le parallèle entre ce phénomène-là et la disponibilité du cuivre dans le sol. Donc en fait, qu'on a pu attribuer à un phénomène d'antagonisme entre cuivre et fer, responsable de la chlorose phérique, mais qu'en fait, ce phénomène-là était propre aux céréales,
tel que le blé dur. C'est quelque chose qu'on n'observe pas sur d'autres cultures. Et ce qui explique d'ailleurs, encore une fois, la surprise qu'on a eue de constater que, contrairement à ce qu'on attendait sur la base de la chimie du sol, de la disponibilité, ce n'est pas en sol acide qu'on avait les problèmes les plus aigus de toxicité du cuivre sur cette plante, le blé dur, mais en sol calcaire. Bon, je ne voudrais pas finir cet exposé sans évoquer la vigne. Il y avait très peu de références à l'époque, on s'intéressait à ces questions de phytotoxicité du cuivre pour les végétaux concernant la vigne. Et donc on a fait une petite étude il y a de nombreuses années avec Olivier Garcia sur l'impact du cuivre sur la vigne. Voilà les résultats, avec un impact très très net sur l'élongation racinaire. Hein, vous voyez que quand on passe de concentration de 0,17 micromol par litre à des concentrations autour d'une micromol par litre, donc les concentrations telles qu'on avait rencontrées dans des sols acides modérément contaminés, on a un très fort impact sur l'élongation racinaire, ce qui est une caractéristique de la phytotoxicité du cuivre, ce qui montre très clairement que la vigne n'est pas particulièrement tolérante au cuivre. Elle montre les mêmes symptômes que la plupart des autres espèces au même niveau de concentration. Mon temps est écoulé ? Oui. Donc je vais passer sur les 2 diapos suivantes. Voilà, c'est dommage. Pour conclure sur le fait que les sols viticoles sont très clairement contaminés en cuivre, là, il n'y a pas de doute là-dessus, que la disponibilité telle qu'elle est mesurée à l'analyse de terre n'est pas un indicateur fiable de la biodisponibilité, puisque par définition la biodisponibilité varie suivant les organismes auxquels on s'intéresse. Il y a des effets phytotoxiques qui sont avérés, même s'ils sont peu fréquemment évoqués dans le cas de la vigne. Il y a eu des travaux de Delas assez anciens ici dans le Bordelais qui l'ont montré clairement. Et puis il y a des effets que je n'ai pas eu le temps de vous montrer sur les communautés microbiennes, mais aussi sur la faune du sol, et Yvan Capoviès reviendra là-dessus. Donc il faut très clairement utiliser le cuivre plus parcimonieusement qu'on l'a fait jusqu'à présent, même s'il y a eu de fortes réductions des niveaux d'apport. Et c'est le cas aussi évidemment des autres pesticides, et trouver des alternatives à l'utilisation de ces produits. Voilà, merci. Merci beaucoup.